Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère. Aujourd'hui, nous allons recevoir Stéphane Alix, journaliste et enquêteur. Il a écrit un livre, Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie, aux éditions Albin Michel. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Stéphane Alix, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors vous avez publié un livre, Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie aux éditions Albin Michel. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre ? C'est pas un subi, c'est une interrogation qui me taraude en fait depuis presque 15 ans maintenant, depuis la mort de mon frère devant mes yeux dans un accident de voiture en Afghanistan. La question de savoir ce qui se passe au moment de la mort et ce qui se passe après. Donc ça fait donc depuis cette date-là que je m'interroge à ce sujet et dans le test, en fait, j'ai voulu synthétiser la somme de mes interrogations et des questions qui demeuraient sur voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe après, en essayant de penser à une sorte de test, une sorte d'expérience scientifique qui serait la possibilité pour moi d'obtenir les réponses vraiment définitives. Donc pour ça, j'ai postulé que la vie se poursuivait après la mort physique du corps, comme nous l'indiquent des millions de témoignages d'expériences diverses à travers le monde. Et en ce faisant, en fait, je me suis adressé à mon père après sa mort, en postulant qu'il était dans la pièce, en train de regarder ce qui se passait, sans doute très surpris. Et je lui ai dit, voilà, je vais cacher des objets dans ton cercueil, je vais cacher tel et tel et tel objet, 4 en tout. J'ai fait ça devant ses yeux, enfin devant ses yeux. J'ai fait ça dans le funérarium quelques minutes avant que le cercueil ne soit refermé. J'étais absolument seul dans la pièce et je me suis adressé à lui en disant, voilà, si tu es quelque part, si tu m'entends, j'irai un jour voir des médiums et je voudrais que tu dises à ces médiums, d'une part que j'ai caché des objets dans ton cercueil et dans un deuxième temps de quels objets il s'agit. Voilà l'hypothèse de départ. Alors, rappelons que vous êtes journaliste, vous avez présenté une émission Enquête extraordinaire sur M6, vous êtes le fondateur de l'INRES et du magazine Inexploré. Quel est le bilan général que vous tirez de toutes ces recherches journalistiques à la télévision et à travers l'INRES ? En deux mots, qu'une position cartésienne et rationnelle sur ces phénomènes-là, loin de les expliquer de façon satisfaisante, ouvre des grandes questions de mystère vertigineuses et que, s'agissant de la mort par exemple, l'hypothèse défendue par notre société par des soi-disant personnes extrêmement cartésiennes disant que, mais on le sait très bien, la mort c'est la fin, il n'y a rien après, n'est pas une hypothèse rationnelle, n'est pas une hypothèse scientifique non plus, et la rationalité indiquerait peut-être même plutôt que la vie se poursuit après la mort physique du corps. Ça c'est quelque chose qui aujourd'hui est une position à laquelle je suis arrivé à la fois par un chemin d'enquête extrêmement rationnel, de journaliste, d'enquêteur, qui a rencontré à travers quasiment le monde entier tous les chercheurs qui travaillent sur la conscience, des médecins, des chercheurs dans différentes disciplines, et à la fois un parcours personnel d'interrogation intime, d'écoute, de témoignages, de gens ayant vécu des expériences de mort imminente, de gens ayant vécu des expériences de contact après la mort, enfin des gens vivant ces expériences qui se produisent de façon beaucoup plus récurrente qu'on ne l'imagine, mais qui dans notre société, encore une fois, n'ont pas, ne sont pas partageables facilement. Alors, vous avez vécu une expérience au décès de votre père, nous en parlions il y a quelques instants, cette expérience inouïe, comme vous le précisez dans votre livre. Alors, que s'est-il passé après ? En deux mots, si je suis en train de vous parler maintenant, c'est que mon test a marché. Oui, voilà, c'est sinon, ça. Le livre n'aurait pas été écrit, je serais passé autre chose sans bien doute. sûr. Non, je plaisante, mais le test a réussi, c'est-à-dire que je suis allé voir 6 médiums, 4 femmes et 2 hommes, et que au départ, je suis allé voir ces gens en leur disant, certains je les connais depuis très longtemps, en leur disant je voudrais faire un livre d'entretien pour vous m'expliquer ce que c'est que la médiumnité, que vous me racontiez votre vie. Et puis j'aurais juste dit
au début, je voudrais qu'on fasse une séance, comme vous faites habituellement avec vos clients, pour qu'on se rende compte de comment marche la médiumnité. Sachant que pour moi, cette séance était absolument capitale, mais je ne leur disais surtout pas. Et en fait, j'attendais que mon père se manifeste durant cette séance, spontanément, et dise de lui-même spontanément au médium, vous êtes en train de parler avec mon fils, et mon fils a fait ça à tel moment. Voilà, donc les séances ont commencé. Autant vous dire que j'étais effectivement extrêmement fébrile et extrêmement je me doute. attentif, mais en même temps j'étais aussi extrêmement vigilant à être vraiment conscient de ce que je disais, de ce que je ne disais pas, pour ne pas en aucune manière essayer de guider les médiums vers la réponse que j'attendais. Donc les séquences ont été enregistrées, analysées scrupuleusement après coup, donc j'ai été plus que vigilant même là-dessus, plus que vigilant. Et voilà, à ma grande surprise, mon père ne se présente pas spontanément de lui-même en premier, parfois. Il arrive que ça soit lui qui se manifeste, à d'autres moments c'est un autre défunt, mon grand-père, ma grand-mère, voire même un oncle que je n'ai jamais connu vu qu'il est mort en 1915. Mais alors ce qui est très curieux, c'est que avec chaque médium, c'est pas des défunts particuliers qui apparaissent. C'est-à-dire que les mêmes défunts apparaissent de façon systématique avec tous les médiums. Et notamment cet oncle qui est mort sur le front pendant la guerre contre l'Allemagne en 1915, en février 1915, il apparaît à 3 médiums différents. Ouais. Et à 2, il donne son prénom, Paul. Voilà, donc déjà, je suis confronté à une réalité qui s'impose séance après séance et qui, moi, me bouleverse énormément. C'est que j'ai l'impression qu'avec chaque médium, c'est comme un monde des morts, mais le même monde des morts qui commence à se révéler à moi. Et ça, c'est très troublant, parce que voilà, je rencontre, en fait, séance après séance, avec des médiums différents, qui ne se connaissent pas forcément les uns les autres, et qui ne savent surtout pas qu'ils participent à un test. Je prends contact avec les mêmes défunts, et qui décrivent les mêmes choses, qui décrivent leurs mêmes traits de caractère, les mêmes circonstances de décès. Donc, si on voulait expliquer ça par des coïncidences, il faudrait faire des circonvolutions intellectuelles, mais bien sûr, faramineuses pour y arriver. On n'est pas dans une coïncidence, on est dans quelque chose qui est très très troublant. Et puis, plus ou moins rapidement, mon père se présente également, et à ma grande surprise, il commence pas son intervention en disant: vous êtes avec mon fils, je suis son père, et il a fait ça et ça et ça. Ça ne vient pas spontanément. Il me dit d'autres choses. Il me dit, il se décrit déjà dans des détails très, très privés, très intimes. Il décrit son caractère, il décrit sa relation avec ma mère dans les derniers mois de sa vie. Il décrit la façon dont il est mort, les différentes affections qu'il avait physiques. Mais moi, j'attends quelque chose qui est pour moi la priorité, la preuve absolue. J'attends quelque chose mais ça ne vient pas tout de suite. Ça va venir, évidemment, dans chacune des séances, et de façon vraiment magistrale parfois. Mais cette espèce de jeu qui s'installe, c'est presque un amusement qui s'installe entre mon père et moi, qui a en fait, je m'en suis aperçu à la fin de l'enquête, qui a eu pour mérite de me faire interroger en fait les médiums beaucoup plus précisément que je ne l'aurais fait si le test avait marché tout de suite comme ça rapidement. Si on avait commencé la séance et que tout de suite mon père s'était manifesté en disant voilà, mon fils attend ça et ça et ça, j'aurais pas eu matière à un livre. J'aurais pas appris grand chose en fait. J'aurais eu la confirmation que oui, mon père m'avait bien fait un signe depuis l'au-delà, j'en aurais fait un article et puis on serait resté là. Mais en fait, la richesse de ce livre et la richesse de l'enquête que j'ai faite, c'est que par cette espèce de jeu de chat et la souris qui s'est installé avec mon père, j'ai interrogé les médiums sur qui on est quand on meurt, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, où est-ce qu'on va après, pourquoi est-ce qu'on arrive à communiquer parfois assez facilement et pourquoi parfois c'est difficile. En fait, j'ai découvert, médium après médium, interview après interview, l'immensité de la réalité du monde d'après la vie. Et ça a été pour moi peut-être l'élément qui a été le plus bouleversant et le plus impactant. Parce que je suis plus le même homme après cette enquête. Je me doute, oui. Et ça a été bien au-delà d'un simple test qui marche, ce qui est déjà vertigineux et ce qui est déjà bouleversant. Mais au-delà de ça, j'ai appris énormément de choses et j'en suis sorti aussi extrêmement apaisé, en fait, peut-être sur ce moment qui m'attendra un jour. Est-ce que vous aviez convenu d'un protocole particulier avec les médiums? Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'était spontané. Je ne voulais absolument pas qu'ils sachent qu'ils étaient testés. Je ne voulais encore moins qu'ils sachent que j'attendais un message d'une personne en particulier s'agissant de mon père. Donc en fait, au début, je suis allé les voir, comme je vous le dis, en disant on fait un livre d'entretien, je fais des interviews avec vous et on commence juste une séance type. Et pendant cette séance type,
leur dis, voilà, il y a peut-être des défunts qui sont autour de moi, est-ce que vous pouvez entrer en contact avec eux, point. Et là, le médium commence une séance, alors parfois certains sont immédiatement en contact avec des défunts, parfois il leur faut un petit temps de mise en situation qui peut durer quelques minutes, voilà, et puis progressivement, un monde avec différents défunts commence à se manifester. Parfois, il a fallu que je donne une photo de mon père. Et ça, c'était peut-être pour je m'en suis rendu compte, aider les médiums à se concentrer plus précisément. Un genre de support. Oui, c'est un support. Alors, ce qui est surprenant, c'est que c'est pas vraiment une photo qui leur sert à déduire du visage qui apparaît sur la photo, parce que il y a même un des médiums qui prend la photo, on est dans la pénombre, parce que lui, il aime pas du tout faire ça dans la lumière, donc la pièce est plongée vraiment dans la pénombre, il saisit la photo, il la regarde même pas une seconde et il la colle contre son front. Donc c'est un peu comme si la médiumnité était une capacité à voir apparaître devant soi un paysage, qui est le paysage du monde des morts, mais que dans ce paysage-là, il ne sait pas forcément ce qui est important ou non pour le client qu'il a en face de lui, et que la photo va peut-être créer une sorte de fil, de lien entre le défunt que le client, en l'occurrence moi, attend, et le client. Certains vous diront c'est une question de vibration. Oui, après sur les interprétations, moi je suis un peu plus... Les interprétations, si vous voulez, je pense engagent que les personnes qui les formulent, et on est dans un monde vraiment inconnu, où justement la science a du mal manque d'outils pour explorer ce monde de l'au-delà. Donc après, effectivement, certains médiums parlent de vibration, d'autres parlent de différents niveaux de conscience. Voilà, moi, ce qui m'intéressait pas forcément, ce qui ne m'intéressait, c'était pas forcément d'aller dans ces explications et dans ces différentes visions qui peuvent être parfois un petit peu différentes. Ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de trouver justement ce qu'il y avait de commun à chacun de ces 6 médiums. Et ce qui est de commun, c'est que voilà, les morts sont autour de nous. Et le lien qu'on avait avec eux de notre vivant, qui est une sorte de lien, de relation d'amour et une relation forte, elle maintient cette espèce de liaison ouverte entre eux et nous. Ça, j'en ai eu la preuve vertigineuse, je veux dire. Alors, est-ce que vous avez eu des informations justement sur leur façon de vivre de l'autre côté? Oui, et justement, cette espèce de jeu de cache-cache qui s'est instauré avec mon père au début, en fait, m'a beaucoup interloqué sur la personnalité et l'homme qu'il est devenu une fois qu'il est mort. Parce que si on avait fait ce test ensemble de son vivant, je suis convaincu qu'il n'aurait eu qu'une seule priorité, c'est de me dire tout de suite, voilà, les objets que tu as cachés dans le cercueil, c'est ça, ça et ça. Or, il ne me le disait pas à certains moments de façon immédiate et en ouverture des séances, peut-être parce qu'il avait lui-même un agenda pour me guider, comme je l'ai dit, à me poser des questions et à instaurer un dialogue avec les médiums, mais aussi peut-être que parfois, c'était plus sa priorité. Et ça a été assez troublant, parce que dans ce que m'ont révélé les médiums, il y a aussi beaucoup d'informations sur la personne que l'on devient. Imaginez-vous là que tout d'un coup, vous ne soyez plus dans un corps et que, ce faisant, vous n'êtes plus coincé ni dans le temps ni dans l'espace. Mais ça veut dire quoi? C'est bien beau de dire ça, mais ça veut dire quoi? Moi, c'est contre-intuitif, absolument. Je ne peux pas m'imaginer ce que vous veut pouvoir dire vivre en dehors de la matière et en dehors du temps et de l'espace. Là, je suis dans un corps physique. Pour moi, mon identité, elle est fondamentalement liée à ce corps physique, à ce visage que je vois dans la glace quand je me regarde, et j'ai du mal à pouvoir concevoir que je sois autre chose. Et pourtant, il ressort de ce test, mais aussi de ce que disent plein de traditions, comme le bouddhisme, le chamanisme, quand on s'intéresse un petit peu au monde de l'au-delà, il ressort en fait que ce qui nous survit, ce qui est éternel en nous, est justement pas ce visage que l'on voit dans la glace, et n'est justement pas ce que l'on vénère comme notre identité, la plus sacrée, la plus absolue, ce qu'on adore en fait. Il y a quelque chose qui est au fond de nous, auquel on a accès bien évidemment, qui nous constitue peut-être même notre essence, qui est cette chose qui survit, qui est cette chose qui a sans doute vécu avant même que l'on arrive dans notre existence terrestre actuelle, et qui va survivre à notre mort. Mais cette chose-là, je ne sais même pas comment la nommer. Notre conscience. Cette conscience, oui, elle est beaucoup plus que notre simple individu. C'est-à-dire que la conscience qui est à l'intérieur de moi aujourd'hui, elle est beaucoup plus que le Stéphane Alix qui est en train de vous parler. Et la conscience auquel je me suis adressé et avec qui j'ai communiqué et qui m'a donné toutes ces informations extrêmement précises sur mon père, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus que mon père, qui est peut-être la somme de toutes ses existences, la somme de... Alors là, je suis encore une fois dans l'imagination, je ne sais pas qui il est. Je suis absolument certain que cette conscience a été mon père, parce qu'il m'a donné des éléments
objets que j'avais cachés dans le cercueil, mais beaucoup d'autres choses. Mais il m'a aussi... j'ai eu la sensation de sentir quelqu'un de différent, de plus riche, de plus apaisé aussi. Parce que voilà, mon père était comme sans doute beaucoup de gens qui nous écoutent maintenant, des gens avec des petites zones d'ombre, des petits secrets, des petites choses émotionnelles non réglées. Et mon père avait ça, il avait du mal à exprimer ses émotions, enfin beaucoup de choses que je livre aussi dans le livre et qui m'ont été données par les médiums. Et j'ai eu l'impression que cet homme, cette âme, cette conscience avec qui je communiquais était quelqu'un qui avait acquis un certain apaisement en passant de l'autre côté. Et ça rejoint d'ailleurs ce que disent beaucoup de gens qui vivent des expériences de Voilà, j'allais vous le dire, oui. Où effectivement, en passant de l'autre côté, on n'arrive pas subitement d'un coup de baguette magique au paradis. Mais en revanche, il y a certaines problématiques qui nous ont vraiment hantés ou qui nous ont obsédés durant notre existence, qui tout d'un coup trouvent du sens et dans lesquels on trouve un certain apaisement. Et ça, j'ai vraiment senti que mon père aujourd'hui était assez éloigné des tourments qui avaient pu l'embarrasser durant son existence. D'ailleurs, Nicole Dron nous le disait, j'étais beaucoup plus de l'autre côté que ce que je suis là aujourd'hui, la petite Nicole sur la terre avec ses habitudes. Elle nous le disait, Nicole. Je fais toujours référence à Nicole Dron parce que bon, c'est vrai que son témoignage était assez précis, intéressant. Oui, puis il est bouleversant, il est d'une grande puissance. Mais il rejoint le témoignage de beaucoup d'autres personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente. Et comme vous dites, c'est vraiment un élément extrêmement frappant dans ces témoignages-là, c'est que toutes et tous disent qu'ils étaient plus. Ils étaient plus que quoi? Ils étaient plus réels, ils étaient dans un réel, plus riche, et que leur moi était plus eux-mêmes qu'ils ne le sont quand ils sont dans leur corps physique. Alors ça aussi, ça nous interroge beaucoup sur l'amour et la vénération que l'on a pour nos existences physiques et nos corps physiques. Si tout d'un coup, dès qu'on passe de l'autre côté ou qu'on est dans un état modifié de conscience assez puissant, si tout d'un coup, on a l'impression au contraire d'accéder à une réalité plus riche, ça ressort vraiment de façon unanime. Moi, j'y vois une grande source d'espérance. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. FréquenceEvasion.com, FréquenceEvasion2.com et MonteCarloAzur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la deuxième partie de la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Alix qui a publié un livre, Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie aux éditions Albin Michel. Finalement, dans chacune des vies, on incarne un personnage, on rentre sur scène, mais un artiste, il est beaucoup plus que son personnage. C'est une bonne image, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que je ressentais dans ces échanges avec mon père, et ça rejoint ce que disent les gens qui vivent des expériences de mort imminente. C'est vrai qu'il y a la sensation de se réduire, de se contraindre en venant dans une existence physique, de perdre un accès à des connaissances, des choses, un savoir, pour vivre effectivement une existence précise, avec peut-être des objectifs précis, et qu'une fois la mort arrivant, elle nous délivre aussi de cette limitation et qu'on réaccède peut-être à une dimension plus vaste de la personne que l'on est. Ça rejoint beaucoup de traditions spirituelles. Moi j'aime bien, je suis toujours un journaliste, et même si j'ai aujourd'hui engagé un chemin personnel et plus intime dans cette voie-là, je reste aussi quelqu'un qui interroge constamment les témoignages, la connaissance, le savoir et ce que je découvre. Et c'est vrai que ce qui m'a frappé, moi, depuis que je me suis intéressé à ces phénomènes il y a 15 ans, c'est de voir le nombre de passerelles qu'il existe entre des contextes culturels, spirituels très très différents les uns des autres, entre le bouddhisme et le chamanisme, qui sont deux univers, entre le chamanisme péruvien ou amazonien et le bouddhisme originaire des contreforts de l'Himalaya. Il y a quand même une sacrée distance, et pourtant, quand on va dans l'essence de ces enseignements, j'ai l'impression qu'on parle un peu de la même chose, qui est exactement la même chose d'ailleurs que ce que disent les médiums spirites et cette tradition spirite qui a plus d'un siècle en Occident et notamment en France, et encore plein d'autres traditions, l'ars moriendis chrétien, des traditions soufis, etc. On est il y a quelque chose d'essentiel en fait dans ces différentes approches de la spiritualité, et c'est moi ça qui, en tant que journaliste, me fascine et m'intéresse beaucoup d'explorer. On est tous sur le même chemin finalement. On va tous vers le même but, toutes les traditions se rejoignent. Oui, effectivement. Moi, ce que je retiens et ce que j'essaie d'appliquer aujourd'hui au quotidien, c'est
qu'effectivement tout ce qui nous aveugle, tout ce qui nous pose problème, tout ce qui nous apparaît comme étant des défis dans notre existence sont des possibilités de se rendre meilleur étant pas dans ma vision une sorte de vision morale, c'est plus meilleur dans une forme de relation les uns avec les autres. C'est tellement plus agréable, plus épanouissant de se regarder les uns et les autres dans la rue en se souriant et en essayant de se comporter du mieux possible les uns vis-à-vis des autres. C'est tellement une société dans laquelle il est beaucoup plus agréable de vivre. Et je pense que voilà, les enseignements spirituels de quelque religion que ce soit qui nous disent que le but de l'existence est effectivement de se comporter avec les autres comme on aimerait qu'on se comporte vis-à-vis de nous, permettent d'enrichir notre existence ici-bas et peut-être de pacifier énormément notre passage dans l'au-delà et notre vie dans l'au-delà. Ce qui revient à dire, ce que certains nous disent régulièrement, c'est qu'on finalement ici la Terre c'est une école. C'est une bonne image. C'est une bonne image, oui. Pour en revenir aux objets, ils ont été tous décrits sans exception? Pas de façon... chaque médium ne m'a pas sorti la liste des 4 objets à chaque fois. Ils sont apparus dans des circonstances un peu différentes. Je ne vais pas tout spoiler le livre, parce qu'il faut garder un petit peu de suspense dans le livre. Mais ils ont incontestablement été nommés par les différents médiums, et dans des circonstances qui étaient... mais qui ont été des vrais coups de poing pour moi, mais des coups de poing positifs. Parce que, voilà, un des objets, c'est un livre. Un livre avec un titre. Or, pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent un petit peu la médiumnité, qui sont déjà allés voir des médiums, vous devez savoir que les chiffres et les noms sont parmi les choses les plus difficiles à transmettre par les médiums. Oui, c'est vrai. C'est comme si ces chiffres et ces noms, qui sont des sortes d'abstractions, sont traités par une partie du cerveau qui est justement l'opposé de la partie qui perçoit. Donc, dans le transfert d'informations entre la partie du cerveau qui perçoit et la partie du cerveau qui verbalise, il y a une perte d'information. C'est un peu comme au réveil, vous savez, quand vous venez de faire un rêve, si vous ne bougez pas, si vous n'ouvrez pas les yeux, si vous ne faites rien, le rêve est présent. Mais à partir du moment où vous revenez dans le monde, dans notre réalité, tout d'un coup, le rêve disparaît, s'étiole et vous n'en gardez même plus aucun souvenir. C'est vrai. La médiumnité, c'est aussi fragile que ça. Et donc, parmi les difficultés que les médiums rencontrent, il y a celle qui est énorme de pouvoir peut-être parfois percevoir des noms, des mots, des phrases, mais d'avoir le plus grand mal à les retraduire. Donc, le titre du livre que j'avais mis dans le cercueil, j'y ai pensé après coup en me disant, mais ça va être impossible aux médiums. Et il est arrivé un moment avec un des médiums que mon père a trouvé une sorte d'image pour me parler de ce livre. Et ça, quand j'ai réalisé ça, quand ça s'est passé, ça a été... toutes ces séances ont été pour moi bouleversantes, mais celle-ci a été vraiment très impressionnante, d'autant plus que 1 heure avant d'aller consulter ce médium, j'étais dans ma voiture et je m'adressais à mon père à haute voix en lui disant: papa, cette séance est importante, c'est la première, j'ai besoin que tu te manifestes et j'aimerais que tu donnes le titre du livre. Voilà, donc après j'invite les lecteurs à découvrir comment ça s'est passé, parce que ça a été épique, mais la synchronicité de l'image trouvée par mon père pour donner le titre de ce livre a été fait partie des grands moments de cette enquête. Donc vous avez été très surpris par ces résultats. Ça a confirmé simplement ce que vous pensiez ou ce que vous aviez constaté à travers vos recherches journalistiques? Oui, ça les a confirmés, mais si vous voulez, je pense pas qu'une question comme la vie après la mort puisse se régler en 3 minutes. Je l'ai vu d'ailleurs avec mon père. Mon père est un intellectuel comme moi, quelqu'un de très curieux, mais de très ouvert et de très cultivé. Donc il avait lu énormément des philosophes et de livres que je lui avais même passés ou conseillés sur le sujet de la vie après la mort, parce que voilà, ayant perdu mon frère en 2001 en Afghanistan, lui avait perdu son fils. Donc cette question était devenue éminemment brûlante dans notre famille. Et malgré cette curiosité, malgré la lecture d'énormément de livres que je lui avais donné à lire, mon père restait à distance, il restait dans une position où il n'arrivait pas à se décider. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a convaincu à vouloir écrire le test, c'est que on est toujours, que ce soit dans les livres sur les expériences de mort imminente, la médiumnité ou autre, on est toujours dans des livres qui nous font part de témoignages troublants, comme celui de Nicole Dron par exemple. Donc dans l'expérience de Nicole Dron, il y a un témoignage qui vous bouleverse. Moi, les premiers expérienceurs de mort imminente que j'ai rencontrés m'ont vraiment touché de façon intime. Je me souviens de Jean Morzel que j'ai rencontré il y a près de 10 ans à Toulouse. Ma rencontre avec Jean reste un moment très très fort pour moi aussi. Mais on n'est pas dans la rationalité, on est dans autre chose. Alors, quand je suis en face de Jean ou quand on est en face du livre de Nicole Dron, on sait qu'ils ne nous racontent pas de bobards, on sait qu'ils ont vraiment vécu quelque chose. Mais il y a une partie de nous que Jean-Jacques Charbonnier avait appelée
appelé la dissonance cognitive. Oui, tout à fait. Qui nous maintient à distance, on n'arrive pas à basculer. Et moi qui suis journaliste et qui est, comme sans doute peut-être des médecins aussi, ai eu un parcours académique assez rigoureux. Enfin, moi, j'ai pas étudié le journalisme, mais je l'ai étudié sur le terrain. Mais ça m'a rendu extrêmement questionnant, vigilant, intransigeant. Et cette intransigeance m'a empêché de rentrer peut-être avec beaucoup de simplicité dans l'authenticité de témoignages comme celui de Nicole Dron ou de Jean. Donc j'étais dans une position où je les croyais, je ne mettais pas en doute leur sincérité, mais j'arrivais pas à basculer complètement dans l'autre côté en me disant ils ont vraiment été de l'autre côté de la mort. Donc je suis resté dans cet entre-deux pendant plus de 10 ans, un entre-deux qui est en fait l'entre-deux où théoriquement un journaliste doit se maintenir, il reste objectif et à distance. Mais je me suis aperçu qu'en parallèle de cette posture journalistique à distance, j'étais transformé par ces témoignages que je découvrais les uns après les autres. J'ai eu un parcours intime et personnel, spirituel même qui m'a construit. Mais ce parcours-là, il est propre en fait à chacun. Et je pense que ce parcours, il échappe au réductionnisme scientifique. Ce parcours, il n'a rien à voir avec la science en fait. C'est le parcours de chacun. Parce que vous pouvez, sans aller jusqu'à la mort, vous voyez, il y a des enfants qui vont trouver leur épanouissement, la plupart d'ailleurs, en quittant le foyer parental. Et ce départ d'un enfant peut être quelque chose de plus ou moins vécu facilement par les parents. Il y a des parents qui vont être extrêmement heureux de voir leur fils ou leur fille s'épanouir en quittant le foyer et en partant même à l'étranger. Et pour d'autres, ça va être une grande difficulté, une grande douleur. Donc on a beau savoir rationnellement que l'épanouissement d'un enfant se fait en quittant le père et mère pour aller ailleurs, c'est même dans la Bible, mais on peut avoir face à cette réalité-là des attitudes émotionnelles radicalement différentes. Et avec la mort, c'est la même chose, sauf qu'avec la mort, on est en plus dans une séparation définitive, mystérieuse, et par essence donc douloureuse. Il y a le processus de deuil qui est un processus psychologique qui s'étend indéfiniment aussi. Donc on a une charge émotionnelle colossale autour de ça. Et en fait, je pense que dans notre société, on fait un peu un gloubi-boulga, on fait un peu un mélange de tout. C'est ça, tout à fait, oui. Il y a une vie après la mort, tout est réglé, j'ai plus de douleur, j'ai plus de mal et tout va bien. En fait, pas du tout. Parce qu'on a beau aller voir des médiums qui nous donnent des éléments et des preuves très solides, on reste dans la douleur, on reste dans la peine, on rentre chez soi et on retrouve la chambre de notre fils qui est mort, toujours aussi vide. Et notre fils, il est toujours aussi pas là. Et on a beau avoir eu un message très très fort de lui une demi-heure avant chez un médium, on reste dans cette douleur et dans cette tristesse d'être seul et qu'il ne soit pas là. Donc ça, c'est normal. Et j'ai découvert que... j'ai l'impression de découvrir des évidences, mais pour moi, ça a été important de découvrir que la médiumnité, comment dirais-je, la certitude intime que nos proches ne meurent pas n'enlève pas cette douleur de la séparation, et de la distance. Donc là où je voulais en venir, en fait, c'est que le parcours rationnel, scientifique qu'on est habitué à avoir sur ces questions dans notre société, c'est une petite partie du chemin. Et il y en a une énorme autre qui est le chemin que l'on fait chacun, et pour chacun il est différent, face à cette question qui est angoissante. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la mort? Et en fait, dans le test, moi je voulais rassembler les deux chemins qui ont été le mien depuis plus de 10 ans. Je voulais à la fois rassembler toute la rationalité de ma démarche. Voilà, qu'est-ce que scientifiquement et rationnellement on peut dire sur la médiumnité? Je vais planquer des choses dans le cercueil. Je suis le seul à le savoir, même ma famille ne le savait pas. Et je vais voir si mon père peut le dire à des médiums. Et oui, ça marche. Rationnellement, c'est une grande claque, c'est énorme, c'est pour aller trouver des explications soi-disant rationnelles, disant qu'il n'y a pas de vie après la mort, mais que ça peut s'expliquer autrement, faut déjà se lever tôt. Donc ça, c'est un premier chemin. Mais à côté de ça, il y a tout ce que les médiums partagent avec moi, toutes nos discussions. Une fois la séance terminée, on parle, ils me racontent leur vie. Moi, il y a des choses que j'entends, il y a des choses que j'entends différemment et sur lesquelles je les questionne. Et en fait, cette entrée intime dans leur perception, dans leur réalité, ça, c'est une partie où je suis plus dans la volonté de prouver, je suis dans la volonté de partager. Je suis dans la volonté de partager l'apaisement qui a été le mien, qui s'est construit sur ces 10 années, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis à la fois un mari et un père extrêmement apaisé par rapport à cette question. Je dirais pas que j'ai hâte de mourir, mais je suis assez curieux de voir comment ça va se passer, parce que je sais que mon père, mon frère, et puis plein d'autres gens seront là, et que j'ai vraiment hâte de voir la tête qu'ils ont.
Finalement, on parlait du doute, mais ce doute, c'est quand même propre aux sociétés occidentales. Il y a des sociétés, il y a des peuples qui ne se posent même pas la question, qui rigolent hein, quand ils nous entendent douter sans arrêt, chercher comme ça. Parce que finalement, il y en a qui vivent les choses, ils vivent les choses. Je pense pas qu'il y ait quelque part un endroit sur Terre où finalement les gens sont dans une relation extrêmement angélique et totalement apaisée avec la mort. Je pense qu'on a tous nos qualités et nos défauts. Vous savez, quand un chaman au Pérou se casse la jambe, il va se faire plâtrer, hein, il va pas... Oui, bien évidemment. C'est quelle divinité. Voilà, finalement, jusqu'à preuve du contraire, le plâtre, ça marche mieux que des petites plantes pour aller se réparer une jambe cassée. Donc, voilà, moi, je pense que chaque société, chaque contexte culturel a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage de notre position à nous en France, c'est qu'on est cartésien. Voilà, moi je suis né et j'ai été éduqué dans une culture rationnelle cartésienne qui fait que je peux avoir cette démarche qui a été la mienne notamment dans le test, qui me permet de partager de façon objective avec le plus grand nombre les résultats indiscutables que j'ai eus sur ce test-là. Je serais chaman, effectivement l'idée du test ne me serait jamais venue à l'esprit, j'aurais jamais écrit un livre pareil, je serais dans une relation tout à fait spontanée et naturelle avec les esprits, mais j'aurais peut-être d'autres difficultés, celle de me faire entendre, celle de... Je sais pas, vous savez, après on rentre dans la fiction. Moi, je suis très fier des outils qui sont les miens, je suis très heureux d'être né dans ce pays, même s'il est un peu râleur et compliqué parfois, et qui nous fait un peu peur même à certaines élections, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, on est dans un pays qui a une richesse scientifique colossale et que je vois comme un avantage dans le questionnement qu'on peut déployer autour de ces sujets qui touchent au spirituel. Et au contraire, je pense que ça nous donne beaucoup plus de force aux choses que l'on révèle et que l'on découvre. Voilà. Alors Chantal Cachat, je ne sais pas si vous avez eu un contact avec Chantal Cachat, qui avait vécu une expérience aux frontières de la mort. Elle était très amie justement avec Nicole. Elle avait eu un accident de moto, elle s'est trouvée décorporée d'un seul coup, enfin elle n'a pas réalisé, puis d'un seul coup elle a vu en bas, parce qu'elle avait une vision plongeante sur la route, qu'elle était sous la roue d'un camion, enfin complètement ensanglantée, et elle a dit, bon si je suis en bas et que je suis là en même temps, c'est que je dois être morte. Et elle a dit, ah c'est ça la mort? Eh ben c'est une belle aventure, allez, allons-y. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, mais vraiment, j'ai vécu une chose mais extraordinaire, quoi, extraordinaire. J'ai reparlé, c'est effectivement quelque chose qui ressort une grande majorité d'expériences de mort imminente. Alors j'oublie pas qu'il y en a aussi qui reviennent en ayant eu très très peur de ces expériences, et ils s'expriment pas forcément, donc on ne sait pas quelle proportion. Je pense que c'est une aventure que de mourir. Pour moi maintenant, je suis absolument convaincu que c'est une métamorphose, une mutation, une transformation. Enfin, je sais pas comment la qualifier, mais pour moi l'évidence c'est qu'il y a une continuité. Maintenant, voilà, cette continuité peut être lumineuse, magique. Elle peut peut-être aussi inquiéter. Elle inquiète beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Voilà, donc je pense que le travail de vigilance que l'on va avoir de notre vivant est le plus tôt possible, de vigilance sur ses états mentaux, sur ses émotions pas soignées, sur ses petits défauts, sur tiens, je me suis mis en colère, là pourquoi je me suis mis en colère aussi facilement, comment est-ce que qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Plus on essaie de mettre en lumière les zones d'ombre qui nous constituent toutes et tous, plus on est en capacité, je pense, de les guérir, de les soigner de notre vivant, et de ne plus en être embarrassé au moment du passage. Parce que je suis convaincu que notre passage et notre apparition et naissance dans le monde de la mort est aussi façonné par notre façon de vivre aujourd'hui. On le voit dans ces films magnifiques que sont Sixième Sens ou les autres, avec Nicole Kidman. Voilà, il y a aussi une part d'ignorance qui qualifie ces personnes qui viennent de mourir. Elles savent pas qu'elles sont mortes, elles sont prisonnières de leur schéma, et elles peuvent rester prisonnières de ce schéma parce qu'elles ne l'ont pas réglé de leur vivant, en fait. Donc, moi, ce que m'apprend toutes ces découvertes, ce test, et puis tout ce travail que je fais depuis des années sur la mort, c'est que plus je me nettoie, plus je suis quelqu'un de bien de mon vivant, plus j'ai des chances d'être quelqu'un de bien dans ma mort et d'en tirer le maximum de bénéfices. Finalement, même si c'est pas facile, il faut toujours savoir se remettre en question à chaque instant. Pour moi, c'est une évidence, vous savez. Et malheureusement, ça c'est vraiment une disposition bien humaine que de vouloir très très vite avoir des certitudes, et que ce soit dans notre domaine spirituel ou dans d'autres domaines. Vous savez, on n'a rien à envier à ceux que l'on qualifie de cartésiens
cartésiens idiots et de pseudo-rationnels, parce qu'on est aussi un peu pareil. Nous, on s'arrête assez vite à une description du monde qui nous convient, on en fait une certitude, on n'accepte plus quand quelqu'un nous met ça en question. Moi, je me réveille chaque matin en me disant que tout est peut-être faux de ce que je pense être des certitudes, et j'essaie de ne pas rester campé sur ce que j'imagine, et effectivement d'accepter de me remettre en question, parce que voilà, au final, on est quand même que des êtres humains bien limités dans une petite enveloppe de chair avec un cerveau qui est plutôt qu'un générateur de conscience, un filtre qui nous camoufle une immense proportion de la réalité. Donc, voyons, ayons une conscience de la mesure de l'être humain, et je pense que ça nous aidera à être moins arrogants dans notre façon de nous comporter les uns avec les autres. Et voilà, personne n'a raison. Je pense qu'on a tous une petite partie de la réalité, d'un petit bout de réalité. Il y a une phrase des Mormons américains que j'aime bien, où eux, ils préconisent comme exercice spirituel d'essayer de voir le visage de Dieu dans chaque être humain que l'on croise. C'est-à-dire que chaque être humain, que ce soit un mendiant dans la rue qui nous paraît ivre-mort et extrêmement répugnant jusqu'à Mahatma Gandhi, chacun de ces êtres-là a une partie de Dieu dans son visage, a une partie de Dieu en lui, et qui nous appartient de trouver cette partie de Dieu. Et que s'il y a des parties qui nous énervent, elles nous énervent parce qu'elles allument quelque chose qui est en nous, pas réglé, mais pas à l'extérieur de nous. Ça, c'est vraiment important. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est la clé du mystère. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Alix qui a publié un livre, Le Test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie, aux éditions Albin Michel. Alors certains enfants, disons arrivés à 5, 6, 7 ans, se posent des questions, enfin moi je me les suis posées quand on m'a expliqué la mort d'une certaine manière, c'est-à-dire à savoir que profites-en parce que finalement on n'a qu'une vie, et puis après on va te mettre dans une boîte et c'est terminé. Oh. Moi, je me suis dit non, il y a quelque chose qui va pas là. Mais au fond de moi, c'était vraiment au fond de moi. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Il mente, il raconte des histoires. Il y a quelque chose, je vais le découvrir. Mais c'était viscéral, quoi. Et bon, j'ai rencontré à travers l'émission beaucoup de personnes qui pensent à peu près la même chose. On a ça au fond de nous. Si on veut bien s'ouvrir quelque part, on arrive à se redécouvrir, à voir ce qui ne va pas. Bah oui, parce que je pense qu'on a en chacun de nous les ressources pour se connecter à, voilà, comme vous dites, plus grand de nous. Cet être avec qui j'ai communiqué, qui était autrefois mon père de sa vie, c'est un être plus grand, qui a accès à plus de connaissances et d'informations. Mais ça veut dire aussi que moi, aujourd'hui, en même temps que je vous parle, comme vous, comme tous ceux et celles qui nous écoutent maintenant, avez à l'intérieur de vous quelqu'un de plus grand, un être de lumière, la psychanalyse appelle ça un moi, un soi, sur moi je ne sais même plus comment on l'appelle, mais voilà, il y a quelque chose en nous qui sait, il y a quelque chose en nous qui est en contact direct avec la transcendance, avec le monde spirituel, et ce quelque chose, c'est peut-être ce quelque chose qui nous fait attraper un parapluie alors que dehors il fait beau, et puis 2 heures après il se met à pleuvoir. C'est ce petit quelque chose qui est en contact constamment avec des intuitions. Et cette espèce de moi, de personne à l'intérieur de nous qui sait, on peut se connecter, et moi à titre personnel, j'essaye aujourd'hui d'engager ma vie dans des dispositions qui fait que je suis en mesure presque au quotidien de pouvoir me connecter avec cette personne, parce que cet être-là en moi, c'est la personne qui sait quand je me trompe, quand je suis juste dans ma démarche. C'est un guide de vie extraordinaire. Et effectivement, quand on est tout petit enfant, on n'a pas encore été complètement enfermé dans une carapace qui est celle qui a été construite par la culture, notre éducation, etc. Donc on a peut-être accès plus facilement, on a des rêves, on a des intuitions, on a des choses fortes. Effectivement, grandissant et devenant un être social à part entière, on a tendance à ne plus être, à ne plus être qu'un être social. Voilà, on n'est plus soi-même. De vie dans une société, et on a oublié ce petit quelque chose au fond de nous. Après, voilà, le challenge de notre société, c'est de réussir à faire de nous des personnes humaines qui réussissent à fonctionner en société, tout en maintenant ouvert cet accès. Alors voilà, la grande question, c'est est-ce qu'il faut quitter la société, devenir un ermite, devenir un chaman au fin fond de la forêt, ou un moine au fin fond de sa cellule pour se reconnecter à soi? Je
je pense que là encore, chaque chemin personnel diffère. Il y a des gens qui ont besoin de la solitude absolue et de se couper du monde entièrement. Moi, j'ai le sentiment que on doit pouvoir collectivement arriver à se reconnecter à ces êtres essentiels en vivant dans notre société. C'est ça le challenge. On peut faire un compromis entre les deux, hein. Je pense que c'est tout à fait jouable et possible. Voilà, on a capacité, voilà, même si on a une vie difficile, métro, boulot, SMIC, etc., on a quand même la possibilité, en rentrant chez soi, de couper le téléphone, de ne pas allumer la télé, de faire de la méditation. Ça, il n'y a pas besoin d'être riche ou d'être au fin fond d'un ermitage luxueux au Sri Lanka pour apprendre à faire de la méditation. On peut le faire n'importe où dans Paris, on peut se connecter. Et justement, j'ai le sentiment que c'est le monde extérieur qui nous renvoie constamment des épreuves. Et que si on se dit, il faut que je me coupe du monde extérieur pour aller bien, c'est déjà une première erreur. C'est déjà de considérer que le chemin spirituel est une sorte de luxe qu'on va acquérir quelque part. Alors qu'au contraire, je pense que le chemin spirituel, il commence là où on est. Et si on est les deux pieds dans le fumier, il commence les deux pieds dans le fumier. S'il est dans le brouhaha d'un HLM en banlieue parisienne, il est dans le brouhaha d'un HLM en banlieue parisienne. Et il commence là. Quand le voisin fait de la perceuse le dimanche matin. faut s'accorder des temps de pause, tout simplement. Oui, voilà. Faut se déconnecter. Faut permettre à ce monde spirituel de venir nous faire coucou de temps en temps. Et on s'aperçoit qu'en fait, on voudrait que ça vienne, mais on le fait jamais. Peut-être la méditation, c'est un bien grand mot. Moi, pendant longtemps, je me disais, je culpabilisais en me disant, mais je sais pas faire, il faut m'asseoir sur un coussin. Alors déjà, j'aime pas m'asseoir en tailleur, j'ai mal au dos très vite, donc j'y arriverai pas. Donc voilà. Et en fait, je sais plus, quelqu'un m'a dit, il suffit juste de s'asseoir sur une chaise, d'être bien assis, d'avoir peut-être un peu le dos droit, de couper son téléphone, de couper toute connexion et toute perturbation extérieure, et de mettre un petit chronomètre qui va faire bip bip au bout de 15 minutes. Comme ça, on n'a même pas à se poser la question de savoir combien de temps il reste. Ça fera juste bip bip au bout de 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes, on ne fait rien. On ne fait rien. On ne pense pas à ce qu'on va faire plus tard. On essaie de laisser les pensées qui surgissent immanquablement partir aussi vite qu'elles sont arrivées. On essaie de ne pas se crisper sur une. Et puis on se laisse. Et rien qu'en faisant ça, rien qu'en laissant ces 15 minutes de disponible au monde invisible pour nous faire un petit coucou chaque jour, je peux vous assurer qu'en moins d'une semaine, il commence déjà à se passer des choses dans sa vie. Et ensuite, on peut s'engager dans un travail méditatif plus travaillé, plus rigoureux. Fabrice Midal, par exemple, a publié pas mal de livres et d'audio-guides sur des méditations extrêmement simples à mettre en œuvre. Ce qui est important, en fait, c'est la discipline. La discipline quotidienne. On voudrait pouvoir avoir un moment de grande transcendance, comprendre Dieu et l'univers comme ça, d'un coup de baguette magique, mais sans avoir travaillé. C'est curieux, hein. C'est un peu comme si on voulait devenir un champion olympique sans avoir vraiment jamais couru ou fait le moindre sport. C'est ça vrai. me paraît complètement stupide. La spiritualité, c'est pareil. On voudrait être un grand être spirituel, avoir une paix intérieure colossale sans avoir jamais rien fait. Alors que si on commence, ne serait-ce 15 minutes par jour, ça, moi qui suis quelqu'un de stressé, qui a tout le temps trop de boulot, qui a du mal à me poser, je réussis quand même à poser ces 15 minutes par jour, et je peux vous assurer que sans avoir besoin de lire 25 bouquins sur la méditation, ça fait un bienfait colossal. Tout d'un coup, 15 minutes par jour, le monde invisible peut venir faire coucou à Stéphane Alix, comme il peut venir faire coucou à tous celles et ceux qui essayeront de faire ça. Et je peux vous assurer que quand on lui autorise et quand on lui dit ça y est, je suis prêt, il vient. Comme certaines personnes nous le disent très souvent sur cette antenne, est-ce que ça vous a réconcilié avec la vie ? Oui, parce que je suis quelqu'un, comme vous évoquiez vos interrogations d'enfant. Moi, j'étais assez torturé enfant parce que le monde me paraissait absurde. J'ai très très tôt voulu aller me confronter à ce que le monde avait de pire. Je suis parti à 19 ans en Afghanistan pour rejoindre des gens qui faisaient la guerre contre l'occupant soviétique. Donc j'ai toujours eu la volonté de me confronter, je ne sais pas pourquoi, au pire de ce que les hommes étaient capables de faire. Donc j'ai aussi une conscience de ce qu'est la réalité de notre monde actuel, avec ses douleurs, ses guerres, ses drames, ses injustices, ses atrocités. Donc pour moi, tout ça est très très présent. Et paradoxalement, malgré ça, malgré le Bataclan du 13 novembre dernier, je reste quelqu'un de fondamentalement convaincu que l'être humain est capable du meilleur. C'est illogique, ça paraît même irréaliste parfois quand on voit effectivement l'état du monde, et pourtant, je suis profondément convaincu de ça, parce que réside en nous, encore une fois, le pire comme le meilleur, mais que le meilleur gagne toujours à la fin. Voilà. C'est vrai. C'est une espèce de Heureusement. Conviction, conviction intime. Donc, et ça, je l'ai découvert en fait en découvrant la réalité de la vie au-delà de la mort, en découvrant tous ces sujets dont vous parlez sur votre antenne. Et
ma naissance et ne se termine pas à ma mort, elle est éternelle. Et la vie que je mène actuellement, avec ses facilités, mais aussi ses difficultés, m'impose des devoirs, mais aussi m'impose des challenges que je dois savoir intégrer dans mon existence. Et c'est ça le chemin spirituel. Quand j'ai perdu mon frère devant mes yeux en 2001 en Afghanistan, moi et ma famille, on a perdu cette partie de notre famille, c'est un choc, c'est une épreuve, c'est une douleur pour moi, mais aussi pour mes parents. Bon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on passe sa vie à pleurnicher en disant là, c'est trop injuste, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon fils? Ou est-ce que tout d'un coup on essaie de, peut-être pas de trouver un sens, pas de trouver une explication, parce qu'il n'y a pas une explication, il n'y a pas Dieu qui aurait décidé de faire ça à un moment pour nous faire comprendre tel ou tel truc, mais comment est-ce qu'on transforme cette douleur dans notre existence? Comment est-ce qu'on fait de cette douleur et de ce drame quelque chose qui va nous enrichir au lieu de nous appauvrir? Moi j'ai l'impression aujourd'hui, 14 ans après la mort de mon frère, d'être devenu quelqu'un, grâce à lui, de plus riche. Sa mort m'a permis un chemin que j'aurais sans doute pas pu explorer sans ce drame. Donc il n'est pas mort pour me faire ce chemin. Il n'y a pas cette espèce de notion de causalité qui est complètement stupide, qui à mon avis est plus une vision un peu magique et toxique de l'existence. Mais voilà, je pense que sa mort a été quelque chose qui m'a permis de me transformer, et dans notre famille, pour mon père, pour ma mère aussi, il y a eu un chemin qui a été différent de celui qu'il aurait été si personne n'était mort dans notre famille. Voilà, ça, encore une fois, c'est une palissade que de dire ça, mais je pense que le chemin spirituel, il se nourrit à la fois des belles choses, mais aussi des choses douloureuses. Pendant toutes ces séances, je n'ai pas arrêté de sentir mon père présent, jouant avec moi, participant à ce test, et je pense que ce livre-là, je l'ai écrit moi avec mon ordinateur ici, dans notre monde réel, mais lui, il l'a écrit en passant à travers moi, en jouant à travers ses séances, en m'inspirant à certains moments, en glissant à travers mes doigts des mots qui étaient à lui, et il l'a fait pour vous qui allez lire ce livre, parce que cet apaisement que ce livre peut apporter, j'en suis convaincu, à des gens qui sont dans le questionnement sur ces sujets de la mort, c'est un apaisement que lui aurait aimé peut-être découvrir de son vivant à travers ce livre-là. Alors il l'a pas lu, mais on l'a fait ensemble. On l'a fait ensemble pour ça. Vous savez, j'ai pas fait un test pour m'amuser. Non, je me doute. C'est rigolo. C'est même pas une curiosité intellectuelle. On a fait ce test, mon père et moi, pour faire un livre qui apporte du bien, qui fait du bien. Parce que c'est tellement des bonnes nouvelles quand on commence à découvrir que la vie se poursuit derrière. Ça nous donne tellement d'espérance et en même temps de devoir et de responsabilité sur la façon de conduire notre existence, de notre vivant, que voilà, cet objectif m'a animé et a animé mon père et a animé tous les êtres invisibles qui ont participé à ce livre, pour l'offrir et pour offrir des bonnes nouvelles, pour offrir de l'apaisement. Est-ce que vous avez des projets? Ah oui, je suis dessus. Des conférences, encore un autre livre, ou je sais pas? Oui, j'ai un autre livre qui est en préparation et que je vais commencer à rédiger à partir de février, consacré encore une fois à la vie après la mort, mais à travers le prisme de la réincarnation. Intéressant, vous viendrez nous en parler. Avec grand plaisir, Alors, on peut vous retrouver sur Internet? On peut me retrouver sur le site de l'INRES, effectivement. Toutes ces activités et tous ces sujets que j'ai abordés et que j'ai traités dans mes précédents livres sont aussi des sujets qu'on aborde sur le site de l'INRES, que ce soit à travers le magazine Inexploré, dont le prochain numéro est bientôt au kiosque, et qui est d'ailleurs consacré aux esprits aussi, ou que ce soit sur le site d'INRES TV, qui est d'une certaine manière le prolongement de ce que on avait commencé à faire avec Enquête extraordinaire sur M6. Voilà, on a maintenant avec INRES TV, qui a été construit de pied en cap par Sébastien Laby, qui dirige aujourd'hui l'INRES. On a aujourd'hui un espace formidable de films, de découvertes, de documentaires, d'interviews, où toutes celles et ceux qui se passionnent pour ces sujets vont trouver des choses à la fois extrêmement crédibles, sérieuses et scientifiques, mais aussi extrêmement ouvertes sur le mystère des expériences de mort imminente, de la médiumnité, que sais-je, tous ces sujets innombrables qui nous passionnent. Le lien est sur le site de la radio de toute façon, donc c'est simple, il y a juste à cliquer sur INRES. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs? Je l'ai déjà dit plus ou moins il y a 5 minutes, c'est-à-dire que je pense que pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment pas considérer notre vie comme un espèce
de tout qui aurait commencé à un moment et qui se termine à un autre moment. Je pense que la vie est éternelle, elle prend des formes dont on ignore vraiment aujourd'hui toute la dimension parce qu'on est coincé dans un corps physique. Mais je pense que on doit prendre chaque chose qui nous arrive dans l'existence comme une opportunité pour devenir quelqu'un de meilleur encore. Si on est sur la route et on s'énerve parce qu'on est dans les bouchons, il y a quelque chose qu'il faut qu'on règle avec notre énervement. Il faut qu'on arrête de s'emporter comme ça. Pourquoi est-ce qu'on s'emporte comme ça? Qu'est-ce que ça cache? Ça cache un problème de boulot, ça cache un problème de couple, ça cache quelque chose qu'on n'a pas réglé de son petite enfance. Voilà, sans aller forcément dans des choses énormes ou grandes, il y a peut-être des petites choses de l'existence que l'on peut travailler. Et je pense que en travaillant au quotidien, ces petites choses que l'on sait exister, que l'on sait être présentes en nous, ces petits défauts, on devient jour après jour, au fil de notre vie, quelqu'un d'un peu meilleur, et que c'est ça le sens de la vie. C'est ça le sens de la vie, parce que au final, existence après existence, on va devenir quelqu'un de parfaitement transparent, de parfaitement, ce que les bouddhistes appellent un bodhisattva, ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne un saint, quelqu'un qui est tellement transparent qu'il ne vit plus que pour les autres, parce que d'un coup il a compris que le sens de son existence, c'est uniquement l'équilibre de la vie. Mais bon, là j'emploie des concepts qui m'échappent même encore, parce que je ne sais même pas trop ce que ça veut dire, mais voilà, j'ai le sentiment que si on est vigilant et attentif aux autres, qu'on peut faire en sorte que notre existence soit aussi un peu consacrée aux autres, c'est génial, quoi. Si déjà tout le monde fait ça, il n'y a plus de problème sur Terre. C'est sûr. Le test, une expérience inouïe, la preuve de l'après-vie aux éditions Albin Michel. Merci Stéphane Alix et à très bientôt sur cette antenne. Mille merci à vous, avec grand plaisir. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.